Écoutez, moi on m'a demandé d'essayer de donner des coups de projecteur sur un certain nombre de points qui me paraissent importants. J'ai juste une remarque préalable. Je n'ai pas choisi le thème, hein, comment rendre l'Europe plus forte et plus solidaire. Et je suis tout à fait prêt à m'y plier volontiers. Je pense que peut-être il y a peut-être une question juste en amont qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi rendre l'Europe plus forte et plus solidaire. Alors on a entendu quelques petites... ça a été légèrement effleuré, mais c'est un sujet qui mériterait à lui seul qu'il y ait un vrai débat. Je suis effectivement un militant européen depuis une trentaine d'années, donc certainement pas au rang des eurosceptiques, mais je pense qu'il n'y a aucun sujet tabou et qu'on peut quand même se poser aussi légitimement la question de quel est le projet européen que nous avons envie de porter aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un projet de démocratie, d'économie de marché, etc., que d'ailleurs on peut partager avec plein d'autres démocraties occidentales. Je veux dire, si on pense qu'il y a un projet européen, c'est aussi parce qu'on pense qu'il y a une histoire européenne, qu'il y a une culture européenne, qu'il y a des valeurs européennes qui sont aussi parfois un peu spécifiques, de solidarité, de meilleur ordre mondial, sans pour autant être les gendarmes du monde, de meilleur équilibre des richesses, de séparation du spirituel et du temporel, par exemple. Il y a un certain nombre de choses auxquelles on est attaché, et je pense qu'il y a un petit travail aussi qui mériterait d'être fait là autour, même si c'est pas un désert, hein, sur ce sujet-là, mais je pense qu'avant de parler d'institutions, ça vaut aussi le coup de s'interroger sur ce que nous avons envie de faire ensemble. Deuxième observation, je pense qu'effectivement, il faut le reconnaître, l'Europe est en crise. L'Europe est en crise avec deux phénomènes plus particuliers. D'abord, elle inquiète plus qu'elle ne fait rêver, ce que je déplore, mais c'est un constat qu'on peut tous partager quand on regarde ce qui se passe dans les journaux, dans l'opinion, etc. Et que c'est peut-être aussi un défi auquel il faut s'attacher. Et puis, deuxièmement, parce que les institutions sont bloquées. Alors, d'ailleurs, on a récité tous les traités qui sont intervenus, et puis on se rend bien compte que, quel que soit le projet qu'on aurait envie de mettre en œuvre, aujourd'hui, avec les traités actuels, et même avec le traité de Lisbonne, je suis beaucoup moins optimiste qu'Olivier Ferrand sur ce point-là, on est sur un phénomène de blocage. Alors, à partir de là, de ce diagnostic un peu pessimiste, enfin pessimiste, mais en même temps teinté d'espérance, enfin j'espère que dans le débat ça pourra ressortir un peu plus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'ai l'impression qu'on doit de toute façon relancer un certain nombre de projets économiques. L'Europe s'est effectivement bâtie beaucoup sur l'économie. Certains ont dit trop. Je ne suis pas loin de partager ce point de vue. J'allais dire, on a peut-être fait un peu trop pour l'économie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner l'économie. Il y a un certain nombre de projets, de grands projets économiques européens qu'il faut relancer autour de ce que deviendra la stratégie de Lisbonne, qui est à la fois un mauvais projet et un mauvais nom, mais qui peut avoir un contenu un peu fort sur une économie de la connaissance, sur l'approfondissement des objectifs et des moyens, j'insiste sur les deux, des objectifs et des moyens de la zone euro, sur des grands projets technologiques et d'infrastructures. Je pense que ce sont des choses autour desquelles les Européens devraient se retrouver. À côté de ça, il faut aussi essayer de retrouver un peu, à côté de la construction économique, redonner un peu de rêve, redonner un peu d'ambition au projet européen. Redonner un peu d'ambition, c'est-à-dire effectivement parler de construction politique, parler de défense et de sécurité commune, parler d'Europe sociale et d'Europe responsable, y compris en termes de développement. Reparler des symboles d'appartenance à l'Europe. Moi, je fais partie des gens qui ont trouvé absolument déplorable que, dans le cadre de la négociation de Lisbonne, en disant non, mais on va oublier toutes ces histoires d'hymnes, de passeports, de drapeaux, etc. On va les mettre un peu sous le tapis comme si on en avait un peu honte. Je crois que ça fait partie des symboles auxquels il faut s'attacher, qu'il faut promouvoir et développer. Et je pense que ce n'est pas pour acheter quelques voix d'eurosceptiques qu'il faut mettre ça de côté, parce que de toute façon, avec ça, on n'achète pas les voix d'eurosceptiques et on contribue tout simplement à désespérer un peu plus les gens qui croient un peu au projet européen. Je crois aussi, et c'est un point sur lequel je pourrais passer des heures, mais je ne le ferai pas parce que je veux respecter le timing que vous m'avez donné. Je crois aussi qu'il faut essayer de sortir des blocages institutionnels. Alors, je ne crois pas qu'on en sortira avec les mécaniques institutionnelles d'aujourd'hui, fussent-elles celles de Lisbonne, et par une appropriation des partis politiques, par les partis politiques de ces nouveaux mécanismes. J'espère que ça progressera un tout petit peu quand même, mais je pense qu'on n'ira pas très loin avec ça. Je pense qu'il faut retrouver les esprits de Schengen, l'esprit d'Eureka, l'esprit de la naissance de l'euro, c'est-à-dire qu'il faut faire des projets à quelques-uns. Il faut faire des projets à quelques-uns, il faut les pousser au bout, et puis il faut dire que ces projets ne sont pas exclusifs, qu'ils sont ouverts, qu'ils doivent être effectivement répondre à des besoins, mais que
s'ils ne sont pas prêts, enfin si les 27 ou les institutions des 27 ne sont pas prêts à les mettre en œuvre, eh bien, il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre, fût-ce à 2, à 3 ou à 4. Donc en dehors même des coopérations renforcées qui sont prévues par les traités institutionnels, je n'entre pas dans le débat juridique, coopérations renforcées quand même au passage, qui sont faites justement pour empêcher les 3 ou 4 pays qui auraient envie de faire quelque chose et donc pour les bloquer, pour les freiner dans la façon dont ils voudraient avoir des ambitions plus affirmées. Donc il faut dépasser, contourner, bypasser, j'allais dire, ce blocage des 27 en lançant des projets à moins que 27, comme on a commencé à le faire il y a quelques années, comme malheureusement on est un tout petit peu en panne aujourd'hui. Je pense aussi, et je vais rejoindre ce que disait Gérard Dussiol, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, l'axe franco-allemand, je suis beaucoup moins pessimiste que lui aussi quand même, a un rôle éminent à jouer. Il y a clairement une crise de la relation franco-allemande. Alors je ne vais pas la dater parce qu'on va me dire elle remonte quasiment à l'époque Chirac-Schröder, mais et effectivement, depuis lors, on n'a jamais retrouvé de connivence avec les Allemands. On a trouvé de temps en temps des projets communs qu'on a pu mener ensemble. Et je pense qu'il faut retrouver refonder la coopération franco-allemande, qui sera d'ailleurs probablement un noyau pour redémarrer des coopérations concrètes. Je pense aussi que dans ce cadre, nous devons pas seulement faire confiance aux hommes politiques, donc pas seulement faire confiance à Mme Merkel ou à Nicolas Sarkozy, faire aussi à notre niveau, au niveau des entreprises, au niveau des acteurs citoyens, tout ce qu'il faut pour retrouver des connivences et des identités de projet avec l'Allemagne. Juste un dernier mot quand même peut-être. Quel est le rôle des think tanks dans un débat comme celui-là ? Eh bien, en un mot, je dirais, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire d'aller là où les politiques ne vont pas, d'aller là où les politiques ne sont pas capables d'aller. Parce qu'ils sont contraints d'ailleurs par des élections, ils sont contraints par toute une série de choses éminemment respectables, ils sont contraints par peut-être le principe de réalité, et il faut qu'on aille leur mettre sur la table des propositions qu'on aurait évaluées, considérées comme souhaitables, et éventuellement d'ailleurs les moyens de les mettre en œuvre. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut Montaigne. Au passage, on n'a pas, enfin j'allais dire, j'ai pas publié de livre, et n'allez pas les acheter, vous les téléchargez sur Internet. Il y a depuis 8 ans un nombre de rapports relativement considérable et de documents qui sont menés de réflexion par l'Institut Montaigne. Mais notre travail est celui d'un aiguillon. Il consiste à défricher des sujets qui aujourd'hui ne sont pas encore des sujets politiques. Je parle de l'impôt européen sur lequel on avait sorti un document il y a 6 ou 7 ans. Je parle de la stratégie de Lisbonne qu'il faut absolument refonder. Je parle du service civique européen. Ce ne sont pas des sujets extraordinairement populaires, ce ne sont pas des sujets qui vont immédiatement renforcer l'adhésion, et donc c'est ça le rôle d'éclaireur que peuvent jouer des think tanks dans ce débat. Bien évidemment, je n'ai fait que survoler les différents sujets que j'ai abordés, mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler de façon plus approfondie.